Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous sommes avec le commentateur de l'équipe de Suisse, Monsieur David Lemos. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Pas de souci, on est très très heureux de t'accueillir ici. Et on a pas mal de sujets et évidemment, on va commencer avec le sujet qui s'impose avec Ouais, toi, l'équipe l'équipe de de Suisse. Suisse. Alors, on va commencer, on va faire Ça me va. l'équipe de Suisse, la première équipe, et les M21. On va commencer par la première équipe. Ils ont eu deux matchs juste avant leurs vacances d'été, enfin, où, par exemple, comme Amdouni, il avait encore son Euro M21 à faire, ça dépend. Ils avaient Andorre-Suisse et Suisse-Roumanie. Du coup, on aimerait bien avoir ton avis sur ces deux matchs, parce que tu les as commentés en compagnie de Joanne Djourou, qu'on salue évidemment. Eh oui, ah, où commencer J'ai le sentiment que ces deux matchs qui se sont pas mal ressemblés, malgré le fait que c'était deux équipes, Andorre et la Roumanie, de niveau quand même assez différents, et c'est logique. À savoir qu'on a vu une équipe de Suisse qui était meilleure les deux fois, qui a dominé les deux fois, qui a eu le ballon, qui a eu les occasions, qui a mené et qui a longtemps donné l'impression de contrôler le match et son destin. Voilà, à 2 minutes près, un petit peu plus, à savoir que contre la Roumanie, ce, ce, ce laisser-aller qu'on a senti dès le match contre Andorre dans la deuxième mi-temps est revenu de plus belle, à la différence que contre la Roumanie, c'est pas aussi facile de tenir un avantage de 2 buts que contre Andorre. On pensait que ce serait le cas, mais au final, la déconcentration, les occasions manquées, peut-être une certaine, je ne vais pas dire arrogance, hein, je pense que le terme est un peu trop fort, mais un petit peu trop de légèreté a fini par se payer, parce que la Suisse aurait pu faire comme dans ses deux premiers matchs, dans ses qualifications, se mettre vraiment à l'abri, c'est-à-dire plus que 2 buts d'écart. Elle n'a pas su le faire contre la Roumanie, elle a eu de nombreuses occasions d'y parvenir et au final, elle est punie. Alors, normalement, ça devrait rester une anecdote dont on se souviendra même pas d'ici quelques années, c'est ce qu'on souhaite tous. Ça devrait juste être un petit grain de sable ou un caillou dans la chaussure. Espérons que ce ne soit que ça, parce que c'est quand même un petit peu ennuyeux, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'ai relevé. Moi, j'ai trouvé que, évidemment, les deux matchs se sont ressemblés, hein. Et il y avait peut-être un peu de suffisance. Après, ça peut s'expliquer, je pense, par évidemment la saison qui se termine, s'il y a de la fatigue qui est accumulée. Moi, je leur en tiens pas rigueur. Je pense qu'il y aura pas trop de soucis malgré tout. Et puis, on peut quand même relever ce manque, on peut dire, d'efficacité ou alors de réussite. C'est selon les points de vue. Mais notamment contre la Roumanie ou Shaqiri qui, au tout début de la deuxième mi-temps, là, à deux doigts de mettre le troisième. Ensuite, So qui a l'occasion encore. Et la barre de Bislimi, on peut le dire, à la toute dernière qui aurait pu Ouais. Ça aurait été une belle histoire, qui ça. aurait quand même fait changer le match, qui aurait été magnifique. Mais pour moi, pas d'inquiétude, hein. La Suisse a 10 points après 4 matchs. L'Euro 2024, ça devrait pouvoir le faire. Oui, mais pour la confiance de nos chers Suisses, je pense que vaut mieux pas refaire ça aux autres trêves internationales parce que Suisse-Roumanie, Andorre-Suisse, ils ont pas réussi. Normalement, on attend bon, au moins contre Andorre une large victoire. Ça ne s'est pas fait. T'en avais parlé d'un match dernier match contre Andorre, si je me trompe pas, ils avaient gagné que 2-1, la Suisse. Et bah, c'est ce qui s'est repassé cette fois-ci. Contre la Roumanie, le même schéma. Ils marquent à la 89e, les Roumains. C'est quand même bien, bien tard. Et après, là, dans le deuxième, je pense que c'est vraiment la fatigue qui fait que ce laisser-aller est arrivé. Moi aussi, je ne leur tiens pas rigueur de ça, mais bon, il ne faut pas que ça se refasse parce que la confiance, malheureusement, elle peut un peu baisser hein, quand même. Voilà. Et on va passer à la Suisse M21 qui a eu l'Euro, qui a perdu en quart 2-1 après prolongation contre l'Espagne, qui était dans un groupe avec la Norvège, l'Italie et la France. On va décortiquer un peu ces matchs. On va commencer par celui de la Norvège. Ton avis là-dessus, David?
Bon, je vous avoue je vous avoue que j'ai pas vu tous les matchs dans leur intégralité, donc je vais pas pouvoir vous livrer une analyse précise de chaque match. Pour certains, j'ai revu les meilleurs moments. J'avais malheureusement d'autres obligations professionnelles puisque j'ai pas couvert concrètement cet Euro moins de 21. Mais bon, je crois. Alors, je sais pas si vous voulez aller match par match, mais moi je vous proposais plutôt d'en parler de manière générale, si vous êtes OK. Ça, très bien. Euh, on avait beaucoup parlé de cette équipe comme étant une génération dorée. Hein. C'est un terme qui est beaucoup revenu. L'objectif même affiché par la fédération de décrocher une place en demi-finale pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Bon, ça me paraissait extrêmement ambitieux, un petit peu trop. Parce que autant on est tous d'accord pour relever le talent offensif de cette équipe, bien que on soit pas encore, on n'est pas encore pour ces joueurs-là au niveau international. Hein. Il y a Amdouni qui a quand même donné effectivement, c'est certain, de bons gages en compétition européenne. Euh, mais disons, c'est pas qu'on arrivait à 7 euros avec des prodiges déjà confirmés du football international. C'est des joueurs dont on espère beaucoup à l'avenir, mais qui ne se sont pas encore imposés comme des pointures. Quoi. Pour Amdouni, j'espère que ça ne va pas tarder, mais on ne peut pas dire que c'est le cas. Ça demande confirmation. Et puis, malgré tout, une équipe, ça doit être équilibré. Et autant devant, voilà, les noms, on peut les citer, les Imeri, les Ndoye, les Rieder, les Amdouni, Malès, il n'y a pas de problème. Mais derrière, c'était quand même beaucoup plus léger. Et on l'a vu, à de nombreuses reprises, cette défense a un petit peu explosé. On a parfois eu l'impression que l'équipe était un petit peu coupée en deux. Voilà. Il y a eu de belles générations M21 par le passé. On se souvient de celle de Sommer et de Xhaka. C'était quelle année? 2011? Non, je crois que c'est un peu plus vieux. Non, je crois que Ah, c'était c'est 2000. 2011 Ah parce non, mais qu'ils se qualifient pour les Jeux Olympiques. je confonds avec les U17 en fait. Moi, je confonds avec la victoire chez les U17. Mais alors peut-être. 2009. Ouais, Oui, oui. Ça Ils fera. gagnent ils sont champions du monde moins de 17 en 2009 au Ça. Nigeria et c'est à peu près la même génération qui en 2011 va en finale et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'équipe était beaucoup plus équilibrée à l'époque. Là, on a vu quand même que à la fois il y a eu des moments vraiment très intéressants, des mi-temps complètes où on se dit waouh, il y a vraiment quelque chose. Mais si on prend que les mauvaises mi-temps de l'équipe de Suisse dans ce tournoi, et notamment en phase de groupe, c'est un peu un musée des horreurs, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent franchir un palier, et il y en a d'autres dont je suis même pas persuadé qu'ils auront une carrière ailleurs qu'en Super League, ce qui serait déjà très bien. Hein. Réussir une carrière pro en Super League, je le souhaite à tous les jeunes qui se lancent. Hein. Mais je pense qu'on est encore loin et j'ai encore vu la finale l'autre jour. C'était quand même un autre calibre entre l'Angleterre et l'Espagne, il faut le dire. Et là, vous aviez carrément pour l'Angleterre des joueurs qui sont déjà titulaires en Première Ligue, par exemple. Ouais, c'est sûr. Pour moi, bah, il y a eu pas mal d'exploits individuels sur cette phase de groupe de l'équipe de Suisse. On peut penser à Emery qui, dès le retour contre l'Italie, met un superbe but qu'il invente tout seul. Ensuite, Zeki Amdouni, bon, bah, qui est en pleine bourre en ce moment, qui a sauvé une ou deux fois l'équipe de Suisse, notamment contre l'Espagne, où concrètement, sur 90 minutes, il n'y a pas eu grand-chose du côté suisse. Ils arrivent tout de même assez miraculeusement à aller en prolongation. Puis même si on regarde la qualification pour les quarts de finale, ça, ça a été très c'est compliqué. laborieux. C'est le C'est le troisième ou moins qu'on puisse dire. quatrième critère de qualification, il me semble. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ils étaient passés. Moi, je connais pas tous les critères de qualification par cœur, mais je me suis dit, mais ils ont perdu contre l'Italie, c'est pas l'Italie qui Vous avez passe. compris maintenant? Ouais, Oui, on bah, a compris. on peut détailler Ouais, justement. c'est ça. Alors, il faut savoir que la Suisse, l'Italie et la Norvège a été tous les trois à 3 points. Ils avaient tous perdu contre la France. Donc, il faut en fait retirer cette confrontation directe contre la France. Et ensuite, il faut regarder les confrontations directes entre les trois pays. Ce qui aboutit à une victoire, une défaite pour chacun, le même goal average.
Ensuite, dans ce cas-là, eh bien, on regarde tout simplement l'équipe qui a marqué le plus de buts dans ces confrontations directes. Et c'est l'équipe de Suisse avec 4 contre 3 pour l'Italie qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. C'est ça. Donc, comme je le disais, beaucoup d'exploits individuels. Et finalement, même si par exemple contre la France, on a eu vraiment en première mi-temps une très bonne première mi-temps. Derrière, il y a eu ce 2-1 et puis il y a tout Craquage. qui part un peu en cacahuète. Et, et puis même contre l'Italie, j'avais l'impression que la Suisse, sur la deuxième mi-temps, en fait, elle était si proche d'aller chercher ce 3-3 avec Malès qui part seul. Mais en même temps, sur l'ensemble du match, elle est si loin, notamment au vu de cette première mi-temps où elle passe complètement à côté. Et ouais, Oui, il y a des moments, je ne sais pas si vous en pensez, mais il y a vraiment des moments contre l'Italie où on avait le sentiment que ça passait à chaque fois, notamment sur ce côté gauche là, qui était en perdition totale. Donc, non, non, et puis au final, ça fait quand même 3 défaites en 4 matchs. C'est Oui, compliqué c'est hein, beaucoup. pour clairement. prétendre aller en demi. Hein. Clairement, pour moi, le bilan, il est assez mitigé et c'est vrai que peut-être que je suis d'accord, hein, viser la demi-finale, pour moi, c'était peut-être un peu trop ambitieux, surtout quand on voit les autres cadors qu'il y avait en face, même l'Italie. On peut se dire qu'un Sandro Tonali qui vient d'être transféré pour 80 millions C'est à ça. Newcastle jouait pour l'Italie M21. Euh, ouais, et puis l'Espagne aussi, des grands talents. L'Angleterre, on n'en parle même pas, hein, des Harvey Elliott qui sont déjà Oui. très bons avec Liverpool. Gordon, des gens comme ça. Non, vraiment. Alors oui, on a des talents, on a des très bons Yachari, des Reader, des Amdouni, mais à un moment, il Ouais, faut et aussi. d'ailleurs, il y a Shari et Reader qui ont été un petit peu décevants, hein, parce qu'ils ont je trouve qu'ils ont des profils très particuliers, les deux. Euh, et, et, et qui, mis à l'épreuve du foot international, font quand même ressortir une ou deux lacunes. Reader, quel joueur, hein, magnifique, mais il n'est pas facile à placer dans une équipe. Hein. À Young Boys, le système était fait pour lui cette saison et il a pu montrer toutes ses qualités, mais tout le monde ne va pas jouer pour Fabian Rieder. Et ça, voilà, c'est une vraie question pour l'avenir, même si on connaît tous et on reconnaît tous son talent. Cela dit, je vais pas blâmer la SF d'avoir mis des objectifs élevés. Il faut viser haut. Il faut Oui. inspirer l'équipe. Il faut se dire qu'on peut y arriver parce que c'est cet état d'esprit-là montré par l'équipe A qui a permis de réussir de belles choses. Donc, il faut déjà les habituer à viser haut. Donc ça, on ne les blâme pas. Par contre, on peut être lucide sur la qualité réelle de l'équipe dans son intégralité. Mhm. Bon, je pense qu'ils ont quand même quand même des profils assez prometteurs, hein. Pour moi, le 11 titulaire que Patrick Ramen a mis souvent 7 euros, il est prometteur. On a des profils assez bons comme Bloom ou encore enfin, Amdouni, Meri, c'est des joueurs assez prometteurs. Mais Amenda. Amenda, oui, enfin, il y en a beaucoup. Mais ouais, comparé à des équipes comme l'Angleterre ou même encore l'Italie qui n'a même pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale, quand même le niveau est au-dessus. Enfin, est au-dessus. Enfin, l'Italie, la France, l'Angleterre est au-dessus de l'équipe de Suisse. Pour moi, c'est même quasiment un coup de chance on passe en quart de finale et on a bien vu. Moi, c'est le seul match que j'ai réussi à voir l'Espagne, parce on était là-bas, l'Espagne-Suisse. Ils ont marqué un but, mais c'est inespéré. Inespéré qu'ils aillent en prolongation. Qui, et puis, ils sont surdominés, malheureusement. Ouais, c'était le max, je pense, les quarts de finale. Et voilà, faudra reconstruire avec un nouvel entraîneur. On voit que Patrick Ramen part à Vinti. On ne sait pas encore qui c'est le nouvel entraîneur. Faudra voir s'il arrive encore à recréer une belle équipe comme ça, avec des beaux talents. Mais pour le moment, il y a encore un niveau d'écart entre les grands de Ouais, les grands d'Europe. puis pour ceux qui maintenant n'ont plus l'âge d'être sélectionnés en M21, ben, voilà, ça va être intéressant de suivre individuellement leur carrière et voilà, et de se dire, bon, alors évidemment, il y a ceux qui ont déjà été appelés en A, déjà de voir à quelle fréquence ils vont revenir, s'ils vont être capables de s'y installer, et puis de voir lesquels parmi les autres pourront un jour y toucher. Et ça, c'est toujours intéressant Mhm. de regarder. Faut toujours s'amuser à aller regarder les équipes M21 par le passé, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des types dont on n'a jamais entendu parler, ou en tout cas
plus jamais entendu parler. Je suis un peu sévère, mais oui, certains disparaissent quasiment du foot professionnel. D'autres touchent au plus haut niveau. D'autres font d'honnêtes carrières. Mais voilà, c'est toujours un exercice assez sympa à faire et on le fera pour cette génération. Mhm. Bah moi je propose qu'on aborde un autre sujet. On va passer sur du football de club cette fois. Mhm. Et plus spécialement sur le Servette FC, donc qui va jouer du moins les qualifications de la Ligue des Champions, le deuxième tour, face au KRC Genk, club belge. Donc d'un petit point de vue d'un petit récapitulatif, pardon, euh, on a eu des arrivées, Madzikou, Guimeno, Ling ou encore Joël Mal, et pas mal de départs, Cespedes, Bauer, Omeragic, Deana, le, malgré son âge excellent, Gaël Clichy, Kevin Mbabou. Et donc, moi, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit en voyant cet effectif pour l'instant version 2023-2024. C'est notamment la quantité d'attaquants qu'il y a dans ce contingent. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors pour moi, le contingent, je trouve, il y a un problème déjà avec en plus l'arrivée de Guimeno qui est pour moi qui pourrait être titulaire dans cette équipe. Bon, il y aura il y a beaucoup trop de concurrence, je trouve, entre les attaquants. On a Crivelli, on a du Bedia, on aura Guimeno. Après, on peut parler encore des ailiers comme Stevanovic, Fofana, et puis il y a des joueurs très polyvalents. Je pense qu'il faut en vendre pour que ça soit, on va dire, une concurrence, pour que tout le monde arrive à jouer, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs. Ouais, je pense qu'il faudra vendre des attaquants à la fin de ce mercato au moins. J'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que c'est quand même un sujet assez intéressant, les attaquants au Servette FC. Bon, de manière générale, pour un entraîneur, c'est bénéfique d'avoir de la concurrence. Oui. C'est bénéfique de la faire jouer et de pouvoir compter sur plusieurs types de profils, ne serait-ce que parce que, alors, il y a quand même encore une petite inconnue sur la façon dont va jouer notre ami Weiler, parce qu'on est habitué on est habitué aux servettes de Geiger, hein, on a fini par savoir exactement à quoi s'attendre. Là, effectivement, on rebat les cartes et ça part à zéro. Après, sur le nombre, écoutez, il y a quand même l'espoir pour Servette d'être en Europe cet automne. Je veux dire, oui, ils peuvent, s'ils perdent contre Genk, ils sont repêchés en Europa League. S'ils perdent en Europa League, ils sont repêchés en Conference League. Et là, ils auront une dernière chance de faire une phase de groupe cet automne. Donc, les chances sont quand même raisonnables d'y parvenir. Donc, dans cette optique-là, c'est une bonne chose d'avoir un effectif qui est bien fourni. Donc, à ce stade, je ne crois pas, même si je vois ce que tu pointes et que c'est un bon point, je pense qu'il faut attendre la fin de cet été pour réagir. Je vous donne l'exemple de Young Boys. J'ai eu la chance d'en parler plusieurs fois avec Stephen Bergen quand il prend ses fonctions du directeur sportif à Young Boys. L'été passé, il comptait sur une participation européenne et il y a cette élimination terrible au tir au but contre Anderlecht. Ok, et tout d'un coup, Young Boys est privé, le club favori du championnat, même s'il n'avait pas gagné le championnat, la Super League d'avant, se retrouvait sans compétition européenne. Et effectivement, ils ont une réunion qui est très importante dans les heures qui suivent. Je crois que le match retour était en Belgique, était à Bruxelles. Ils se sont couchés très tard ce soir-là parce qu'il faut revoir tous les plans. Il faut se dire, OK, on n'a plus que le championnat, on doit prendre des décisions difficiles, mais on doit prêter des joueurs, on doit en vendre. Et c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient bien conscients du problème que tu soulevais, que si on ne joue que sur le plan domestique, l'effectif est trop large. Ils ont su réagir. Souhaitons que Servette, si ça devait leur arriver, ce qu'on ne leur souhaite pas, le fera aussi. Maintenant, c'est une très bonne chose pour moi d'avoir fait revenir Guimeno. C'est un joli coup, c'est une belle histoire. On ne doute pas que Guimeno arrive super motivé. En plus, c'est pas Guimeno en phase descendante, c'est Guimeno qui sort de sa meilleure saison. À un âge où il est en pleine possession de ses moyens. Honnêtement, il y a tout pour que ça fonctionne bien. Ce sera intéressant de voir son lien, sa relation avec Bedia, parce que Bedia, on a vu à quel point il plantait dans cette année 2023. Franchement, c'est prometteur. On n'oublie pas Stevanovic.
tout ça, ça peut faire rêver les supporters servétiens. Clairement. Ça va être difficile contre Genk, je vous le cache pas. Le championnat belge, vous le savez très bien, est généralement de meilleure qualité que le suisse. Mais je me réjouis de ces deux matchs. J'ai d'ailleurs la chance de les commenter les deux, à Genève puis en Belgique. Et puis voilà, si ça ne devait pas passer, il y aura d'autres chances. Et en tout cas, il y a une belle aventure européenne à suivre pour Servette. Moi, pas ce qui m'inquiète, mais ce qui questionne le plus, c'est comment Servette va remplacer les deux piliers qui étaient Clichy et Mbabou, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance sur les côtés. Ça, c'est une vraie question. Mais ça dépend aussi du système de René Weiler. On sait à quel point Geiger comptait sur ses latéraux. Il faudra voir comment joue Weiler et comment il fait jouer ses joueurs, son C'est équipe. vraiment. Alors, je vais revenir sur les latéraux parce que c'est le deuxième point que j'avais vraiment envie de traiter qui m'interrogeait aussi. Et par rapport à l'attaque, je ne l'ai pas précisé avant, mais évidemment, moi, ma plus grosse inquiétude, c'était justement s'ils n'arrivaient pas à se qualifier pour une quelconque compétition européenne. Alors, c'est vrai que ben, normalement, et il y a quand même de fortes chances qu'ils arrivent à le faire, étant donné qu'ils ont quand même, entre guillemets, trois chances d'y parvenir. Mais oui, il va falloir le faire ou sinon dégraisser parce qu'avec 10 attaquants, je les ai sous les yeux là, Kuteza, Fluke, Fofana, Touati, Stevanovic, Ling, Rodelin, Bedia, Guimeno, Crivelli. À mon avis, ça va pas être tenable sur une saison de Super League Ouais. de faire jouer tout le monde, pas que sans que ça crée pas des conflits, mais voilà. Et par rapport à ces latéraux, justement, il y a eu justement le recrutement de Madzikou qui arrive de Salonique, Oui, pas le PAOK, un autre club de Salonique, j'ai plus le nom exact pour être tout à c'est fait Laris honnête. Salonique. Voilà, merci. Laris, Mhm. Et, euh, et donc on a Anthony Baron, donc qui peut dépanner, qui a joué souvent sur le côté cette année, Madziku, Sawadogo qui est encore très jeune, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, on l'a vu à quelques reprises, mais ça restait assez rare. Moussa Diallo qui sort d'une deuxième partie de saison assez compliquée où il a été barré par Kevin Mbabou. Et Théo Magnin qui lui aussi on l'a vu à quelques reprises mais à mon avis pas encore de quoi en faire un titulaire. Et Vouillot a joué défenseur gauche avec la Suisse à l'Euro. Ouais mais je pense qu'ils vont... Alors je Je connais sais- pas les plans de Weiler mais Oui, j'imagine que mais Vouillot c'est va... aussi une possibilité pour peut-être Oui, dépanner. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je sais pas si Madzikou, parce qu'il a fait tellement une saison superbe, que ce soit en milieu défensif ou même en défenseur gauche plus particulièrement en Clichy. Et puis Mbabou a fait aussi une très bonne saison. Je sais pas si Madzikou a vraiment le niveau de Clichy, même si Clichy avait un certain âge quand même. et puis l'influence Bon, aussi. Ouais. ouais, non, ouais, il a un caractère, il pèse sur une équipe, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment quelqu'un qui redonne la confiance à une équipe, je trouve. Est-ce qu'il l'aura? Bon, j'ai été regardé sur Transfermarkt, il a quand même pas mal joué, Madzikou, avec Laris Salonique. Et il a contribué à la 5e place de Laris Salonique dans le championnat grec. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un bon niveau. C'est pas pour rien qu'ils l'ont pris, Servette. Est-ce qu'ils vont, ça c'est des questions qu'on peut encore se poser, est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un pour le concurrencer? Aussi en latéral gauche ou droite? Pour moi, ouais, il faut encore recruter à ce niveau-là parce que, ouais, Madzikou, mais après on a qui? Ouais, c'est juste. Et pour compléter Madzikou, alors évidemment, j'ai pu regarder que des highlights assez amateurs, on va dire, hein, parce que c'est pas un joueur bankable, Madzikou, mais j'ai eu l'impression que c'était un joueur assez porté vers l'offensive. Hein, Bah, c'est bien. voilà, j'ai pas eu l'occasion de voir Servette en match amicaux cette année, mais voilà, c'est ce que j'ai pu voir très brièvement. Et il y a aussi un autre joueur, j'avais bien envie de parler. C'est. Ah, tu voulais Non, rien. non, Ah non, vas-y c'est bon. seulement, vas-y seulement. C'est Ling, jeune pépite danoise, et j'aime bien parce que Servette compte beaucoup sur ces jeunes, que ce soit des jeunes du centre de formation. On peut parler de Toiti par exemple. Je trouve ça assez intéressant qu'il continue dans ce, dans ce sens-là. Et puis il a eu beaucoup de temps de jeu avec le club du FC Helsingør dans le championnat danois. Je trouve ça assez intéressant. C'est peut-être là la recrue la plus intéressante avec Guimeno, Mazikou, c'est aussi très intéressant. Euh, pour moi, c'est vraiment une bonne idée ce Ling. Euh, bon, bah, je pense qu'on peut passer au. Ah, ouais, Ah, on veut quand même écouter l'avis pourquoi pas. de David là-dessus, je pense que ça peut être intéressant.
Non, les gars, moi je vous rejoins. Je pense que vous avez tout dit, vous avez bien complété. Donc non, non, pour moi c'est ok. Rien à ajouter. On va passer au rival, le FC Sion qui vient de descendre. Saison catastrophique, hein. L'antithèse hein, du Ouais, Servette c'est ça. FC. Ouais, c'est ça. On parle d'abord des clubs de Challenge League. Bah, après, on peut parler du LS maintenant si tu veux, parce Non, que non, pas de souci, on a pas de dû, souci. on a aussi des choses à dire. Euh, ils ont fait quand même enfin, ils ont commencé leur mercato. Ils ont pris Sorgic, ils ont pris Niasepti, encore Théo Bourlaren, pardon. Et ils ont aussi fait un tourbillon de départ, hein. Aguiar, Sio, Cavaria, Piquino, Arras, Soufi, Gergic et Garland. Bah, quels sont vos avis là-dessus, sur ce début de mercato du FC Sion? Ouais. Bon, écoutez, moi, je trouve intéressant de prendre cette voie-là. Il est évident que Sion devait faire le ménage parce qu'il y a changement de ligue, que tout sera différent, que vous prenez pas le même profil de joueur sans même parler de la ligue, quand quand vous êtes en lutte pour le maintien ou en lutte pour la promotion, il vous faut des types de caractères différents parce que l'objectif n'est pas le même, les matchs n'ont pas la même physionomie et ça, vous devez en tenir compte quand vous construisez un effectif. Vous devez aussi, après une relégation, pour changer un état d'esprit, pour amener un souffle nouveau dans le vestiaire, vous devez un petit peu évacuer ce qui est quand même une ambiance délétère, parce que tout club qui passe par quelque chose d'aussi traumatisant qu'une relégation, ce qui implique des mois de défaites, à broyer du noir, vous devez absolument changer la culture et l'état d'esprit. Donc moi, je ne suis pas étonné de voir voilà, ces immenses changements. Je salue le fait que Sion est repéré, mais je suis pas étonné avec des gens dans le club comme Pablo Iglesias, comme Léon Arthur, qui connaissent à merveille les joueurs suisses des deux, trois premières divisions du pays. Je suis pas étonné qu'on ait identifié des profils très précis qui connaissent la Super, mais aussi la Challenge League, parce que, et Lausanne le sait bien, parce qu'il l'a vécu aussi. Ça demande, voilà, ça demande des profils qui savent exactement ce que c'est que d'aller affronter Ville, par exemple. C'est une toute autre ligue et il faut de tout autre joueur. Et c'est ce que Sion est en train de faire. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bah, pour compléter le sujet, en l'occurrence par rapport au mercato, Barthélemy Constantin a déclaré qu'il voulait encore pas mal de renforts. Donc il a dit qu'il voulait encore deux joueurs offensifs, un joueur de couloir, un numéro de 10 et un patron au milieu, selon ses termes. Mais en même temps, moi j'ai envie d'aborder, alors si on parle déjà de l'effectif, une autre question c'est par rapport au milieu de terrain qui actuellement est désert. On va être tout à fait honnête. Euh, on a Denis Wilpois qui était déjà l'année passée qui a joué. Ensuite, on a Edgar André qui a joué avec la deuxième équipe quasiment tout le temps. Il a fait 11 matchs en Super League, il me semble, il y a de ça 2 ans. Et, euh, et ensuite, on a du Doldur, donc bon, voilà, qui revient de Belinzot. Plus Balthazar, mais qui jouait aussi latéral gauche. Bref, c'est assez flou. Pour moi, il Ouais, faudra il faudra évidemment recruter recruter. là-dessus. Et, euh, et surtout, un autre point, c'est qu'à Sion, on insiste sur le fait que bah, on voulait reconstruire un projet entre guillemets sur le long terme avec Didier Tolo. Mais dans le même temps, on menace de placer le club en première ligue s'il n'y a pas cette construction du nouveau stade et du projet de centre sportif et tout ce qui va avec. Pour moi, le futur, il est assez flou à l'heure Oui. actuelle du côté de Sion et je suis pas inquiet, mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que bah, nous, on est de Sion et aller voir des matchs à Tourbillon, bah, c'est quand même une bonne chose, quoi, de pouvoir avoir la Ah, Super c'est League à pour ça que côté. c'était le thème numéro 2, le Ouais, session. c'est pour ça. On a quand même mis Servette devant. On s'est dit, voilà. Bien joué, c'est vrai. Non, je vous embête, les gars. Ah non, pas de souci. Et Ouais. puis, bon, bah, il y aura le dossier Balotelli à régler, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ouh là là, ouais, Que, celui-ci, il n'est pas facile. Hein. qu'il faudra essayer Ouais. De le s'en recaser. débarrasser, Puis exactement. j'ai Le l'impression qu'ils recaser. sont en train de plus en plus, on va dire, ils commencent à s'entraîner tout seul, Balotelli, pour Ouais, reprendre ça. Bien sûr, enfin, je sais pas, il, c'est dans le but de le j'ai vendre. ouais, c'est dans le but de le vendre, mais
il a un tellement gros salaire déjà pour le championnat où il est, la Challenge League. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Il est dans un confort royal alors qu'il fait des performances, mais je suis désolé, nul. Pardon, c'était nul ce qu'il nous a fait la saison passée. S'il a vraiment envie de partir, voilà, je sais pas. On On verra verra si, bien, hein. s'il trouve un autre C'est un gros dossier en tout millionnaire cas. un peu nostalgique du Balotelli de l'Inter, de Ouais, Manchester City. Voilà, on c'est espère pour le FC Sion, hein, ouais, c'est pour que et ça soit sinon, un peu plus ça. ce serait quand même drôle de voir Balotelli jouer contre Baden ou le Ouais. Stade Lyonnais. Ce serait quand même assez cocasse comme Mais ce serait situation. moins drôle s'il arrive qu'à marquer 6 buts. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc maintenant le club en Super League, le Lausanne Sport. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Euh, alors franchement, moi j'ai pas tellement suivi parce que j'ai plus suivi le FC Sion de Servette. J'y retiens une chose principale, c'est le recrutement, hein. Ils ont recruté, je crois que c'est l'un des plus gros, enfin c'est leur plus gros transfert on va dire, d'importance, c'est le défenseur central Noé Dussen qui arrive du Standard de Liège. Je trouve ça super intéressant. Malgré bon, la saison du Standard de Liège où ils ont terminé sixième en saison régulière et puis troisième au barrage pour la Conference League, c'est quelqu'un qui a vraiment l'expérience. Il a été capitaine, il a quasiment tout joué, hein. Je trouve ça super intéressant. Après, je vais être honnête, j'ai pas tellement plus suivi, donc je n'ai pas envie de dire de conneries. Donc je vais te donner directement la parole, toi qui es de Lausanne, David. Je pense que tu as plus suivi que nous. Oui, bah Lausanne se retrouve quand même dans une situation re- relativement confortable, il faut le dire, parce que euh, il est promu en compagnie d'Yverdon et du Stade Lausanne-Ouchy, qui sont deux clubs qui vont avoir des moyens vraiment moindres pour tenter de s'installer en Super League. Donc voilà, je pense pas que le Stade Lausanne-Ouchy ou Yverdon aurait été en mesure d'aller chercher un nœud et du Seine, par exemple. Donc Lausanne doit se renforcer parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'est joué à la toute dernière journée, la montée en Super League et que ça faillit être bien plus compliqué que ça. Ça aurait été une catastrophe hein, pour Lausanne de ne pas monter. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres recrutements, le Roumain Ilié, Kalisen devant. On sent qu'il y a un accent qui a été mis sur les attaquants, mais je trouve effectivement que c'est pas encore assez. Je pense qu'il faut un petit peu plus. L'équipe n'a de loin pas dominé la Challenge League comme on aurait pu l'attendre de la part d'un club avec un tel budget par rapport à ses adversaires. Donc je m'attends à voir quand même un petit peu plus. Le mercato est sans doute pas terminé à Lausanne. Je me pose la question, par exemple, Thomas Castella, qui est le bon soldat depuis maintenant de nombreuses années au Lausanne Sport, est-ce qu'il a la carrure d'un gardien de Super League? Je ne suis pas persuadé. Et on sait à quel point ça peut être important. Lausanne avait, même avec Moridio, qui était passé devant Castella, hein, était devenu le gardien numéro 1, avait malgré tout été relégué. Mais bon, pour revenir à ce que j'ai dit, tout d'abord, la grande chance du Lausanne Sport, c'est le changement de formule, le passage à 12 équipes. Dans une Super League, si on était toujours dans une Super League à 10, je vous dirais que je suis en grand souci pour la place d'ores et déjà du Lausanne Sport en Super League. À 12, je pense qu'ils vont pouvoir, sans faire beaucoup de bruit et sans forcément faire un grand championnat, mais je pense que lorsqu'on revient sur la pointe des pieds en Super League avec un Ineos qui n'est pas prêt à faire des folies, on l'a compris ça maintenant depuis quelques temps, je pense que Lausanne se satisfera sans problème d'une place entre qu'est-ce qu'on va dire, entre la 7e et la 10e. Voilà. Désolé, petit problème au moment de l'enregistrement. Le son va donc être malheureusement un peu moins bon pour cette deuxième partie de l'émission. On espère que cela vous plaira quand même. En voyant un peu Lausanne Sport et l'OGC Nice, pour moi, Lausanne Sport, c'est un peu l'antichambre de l'OGC Nice, même si l'OGC Nice a une deuxième équipe. Est-ce que tu penses qu'ils vont piquer des bons joueurs l'OGC Nice au Lausanne Sport cet été, comme par exemple pourrait le faire Wolverhampton avec Grasshopper, par exemple? Mais il piquerait qui alors? Je sais pas, des bons joueurs, par exemple,
Brighton Labo, des joueurs comme ça. Ça me paraît un peu juste, en tout cas pour moi. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Non, non, mais il y a pas de. Non, non, mais comme ils l'ont fait par le passé, hein, alors pour vous dire la vérité, moi je, à part peut-être Alvin Sanchez, qui est un vrai espoir, mais qui a quand même besoin de faire une vraie bonne saison de Super League pour montrer de quoi il est capable. Je ne pense pas que Nice aurait quelqu'un à prendre à Lausanne aujourd'hui. J'ai aussi le sentiment qu'on a un petit peu changé de politique, hein. On se souvient il y a clairement eu une saison en Super League où Lausanne était la 2 de Nice et où Nice prêtait un petit peu, plaçait des joueurs à Lausanne qui avaient du coup beaucoup perdu son identité, hein. Enfin, on ne revient pas sur Souleymane Cissé comme directeur sportif. Enfin, ça a été un très mauvais épisode dans l'histoire du Lausanne Sport, qui s'était conclu par la relégation. Nice a connu aussi de très gros problèmes à l'interne, hein. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais vous savez bien ce qui s'est joué à Nice ces dernières années. Donc, j'ai le sentiment qu'en tout cas pour le moment, il y a la volonté de séparer les deux choses du côté d'Ineos, qu'il ne faut pas oublier, a mis énormément d'argent dans le stade de la Tuilière. Donc, ça explique aussi que Lausanne ne dépense pas à tout va, parce que la dépense, elle a été faite dans l'investissement, dans les infrastructures, et dans le fait de rendre ce stade accueillant et confortable. Donc, j'aime assez bien la nouvelle direction qui a été prise, qui heureusement a été couronnée par cette promotion, avec évidemment comme choix fort l'arrivée de Ludovic Magnin comme entraîneur, un recrutement un petit peu plus ciblé, un petit peu plus intelligent, et surtout centré sur les caractéristiques et les besoins du Lausanne Sport et pas les besoins de l'OGC Nice en termes de développement de ses joueurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut que ça continue comme ça, mais vous savez, sous Ineos, il s'est passé tellement de choses déjà, et chaque saison a tellement sa propre histoire, on a vu Lausanne monter, descendre, être annoncé comme favori, faire des grands débuts de saison, puis se planter. Enfin, on a un petit peu tout vu. On va voir ce que nous propose cette saison 2023-2024, mais pour le moment, je ne vois pas vraiment de retour à une relation trop proche avec l'OGC Nice, même si évidemment Ineos est le propriétaire des deux clubs, et ça on le sait bien. Et puis, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a un ou deux transferts, vu qu'on est en période de mercato, que vous aimeriez aborder? Moi, j'en ai un. Alors, c'est pas le plus gros. Bon, c'est un peu la fin d'un cycle pour un joueur qui a été vraiment en Europe quasiment toute sa carrière. Haris Seferovic, qui part à Al-Wahs aux Émirats Arabes Unis. Et moi, j'avais une question sur ce transfert. Est-ce qu'on va revoir Seferovic en équipe de Suisse? Je trouve que c'est une bonne question. Vos avis? Oui, d'ailleurs, je l'ai posé sur Twitter il y a quelques temps, donc je suis assez d'accord. Et ouais, elle mérite d'être posée, parce que Seferovic, avant même de partir aux Émirats Arabes Unis, et alors qu'il était encore au Celta Vigo et jouait quand même assez régulièrement, n'était plus appelé par Murat Yakin. Et s'il est venu au dernier rassemblement, c'est par une suite de forfait, hein. Il est venu dans un deuxième temps, hein. Il était de Piqué, Seferovic. Donc là, je pense que la direction prise est assez claire. La concurrence aujourd'hui en attaque en équipe de Suisse est énorme. Et avec ce choix de carrière, Seferovic sait très bien ce que ça implique. Il n'est pas faux. Je pense c'est une décision qui est personnelle, qui est liée sans doute à des intérêts financiers, et sachant que sa carrière en équipe nationale est sans doute derrière lui. Donc, d'ailleurs, c'est fou, au moment où tout le monde part en Arabie Saoudite, lui, il part aux Émirats Arabes Unis. C'est dommage, il s'est trompé de championnat, quoi. Ouais, mais ouais, il ne faut jamais dire jamais. Vous savez, vous avez tout d'un coup une épidémie de blessures sur un des rassemblements. Seferovic, il est prêt à venir. Il vient, il met 3 buts, et
il se réinstalle dans le groupe. Mais je pense qu'il faudrait quand même un sacré concours de circonstances là, sachant que devant maintenant l'équipe de Suisse commence à être vraiment bien pourvue. Si Mbolo est là, si Amdouni est là, si Okafor est là, vous avez déjà 3 gros candidats pour actuellement un seul poste d'attaquant de pointe dont a besoin Murat Yakin. Ça sent pas très bon pour Seferovic, mais il le sait très bien. S'il pensait à son avenir en équipe nationale, il ne serait pas allé aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà. Oui, non, mais c'est évident. Je pense qu'il pourra toujours peut-être être appelé au cas où s'il y a besoin pour dépanner. Mais voilà, et là, il a presque fait une croix sur son futur en équipe nationale. Je rejoins, Ouais, c'est vrai. c'est Mais assez. on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Hein. Parce qu'alors, il en a marqué des buts importants, Seferovic. Combien de fois on l'a enterré? Combien de fois il a été sifflé dans des stades suisses? Et parce que c'est pas un caractère facile, Oui. c'est pas quelqu'un de très expressif. Il a une relation compliquée avec le public suisse. Mais par contre, voilà quoi, ne serait-ce que les 2 buts contre la France à l'Euro 2021 et la liste très longue quoi. Clairement, un peu à la manière Olivier Giroud, qui est souvent décrié, je trouve souvent à tort. Ouais, je suis d'accord aussi. Des fois, vouloir faire des comparaisons qui sont pas très constructives, on va dire. Et oui, mais qui a beaucoup aidé l'équipe de Suisse malgré tout, malgré son jeu de pivot qui est pas forcément bankable, qui va pas vous faire 36 000 dribbles, mais qui a été là, qui a été bon. Qui est décisif. Et c'est ce qu'on demande finalement en attaquant de pointe. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un autre transfert qui est aussi récent, qui concerne le capitaine de l'Anatis, c'est Granit Xhaka, qui part au Bayer Leverkusen. Un tout petit mot là-dessus. Pour moi, bon là, je pense, j'espère pour lui qu'il aura sa place de titulaire bien au chaud, mais j'aurais bien aimé le voir en Ligue des Champions, par exemple, avec Arsenal. Mais Arsenal s'est tellement renforcé, mais bon, pas tellement au milieu, je suis pas sûr. Ah si, il y a Havertz, pardon, qui est arrivé, mais c'est pas tellement le poste de Xhaka. Rice. Ouais, Rice, Rice. ouais, là, oui, c'est ça, Rice. j'allais l'oublier, je me suis dit, ils sont renforcés au milieu, c'est Oui. Rice. C'est ça. Les 121 millions. Ouais, c'est ça, j'allais l'oublier, mais bon. Il va jouer avec le Bayer Leverkusen. Pour moi, ça reste quand même un club relativement de haut niveau. Ils ont terminé 6e de Bundesliga, si je ne me trompe pas. Là, il aura, pour moi, sa place au chaud en tant que titulaire. Et je pense en équipe de Suisse aussi. Donc, c'est compréhensible parce que je pense qu'il savait qu'il serait barré avec Rice et Partey et même Odegaard. Voilà, c'était un peu fichu pour lui. Et on aimerait bien t'entendre là-dessus aussi. Ouais, moi je me fais pas de soucis pour Granit Xhaka. Je pense que si le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso le voulait, c'est pour une raison bien précise. Donc et Xhaka a toujours été titulaire partout. Ses entraîneurs ont toujours compté sur lui, ont toujours fait de lui un leader. Je vois aucun souci pour Granit Xhaka. Il va être titulaire en Bundesliga. Alors après, quelle va être la saison de Bayer Leverkusen, ça ne dépendra pas que de lui, mais il restera un patron. Il va devenir un patron du Bayer Leverkusen et il le restera en équipe nationale. Aucune inquiétude me concernant. Et pour finir, j'ai une petite dernière question de la fin, qui est pas forcément en rapport avec l'actualité ou quoi que ce soit, mais plus par rapport à toi. C'est quoi le match que tu as préféré commenter dans toute ta carrière de commentateur sportif? Les gars, c'est trop facile ça comme question. Bon, on peut. Un autre que ce match d'un 28 juin 2021. Ouais, non, bah, évidemment que Suisse-France, voilà, il y a rien qui le dépassera avant un bon moment, je pense. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Évidemment que j'ai beaucoup aimé le Suisse-Serbie de la dernière Coupe du Monde, quand même. Mais de manière plus personnelle, si vous me permettez, la finale de la Coupe du Monde 2018, le fait d'avoir pu en commenter une, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Donc évidemment, c'était un très très grand jour pour moi et ça
c'est toujours quelque chose que je citerai parmi voilà, les meilleurs moments voilà, de ma vie et de carrière de journaliste. Bah, merci d'être venu pour Changer un peu sur le football c'est suisse. ça. Et Toujours un plaisir, hein, il y a toujours plein de choses à dire. Hein. ouais, malgré, on va dire, qu'il y a tellement de championnats, tellement, je suis un peu extrême, mais qu'il y a beaucoup de championnats Européen. qui sont au-dessus de nous, mais il y a, on n'était pas sur la même page. il y a tellement à parler dans le foot que la Suisse, il y a tellement de choses à dire aussi. C'est fou. Ça me passionne. Et donc, voilà. Merci encore pour ce long entretien quand même. Ça a bien duré, bien 1 heure, je pense. J'ai pas le temps en tête. Mais 5. bah, merci. Bah, merci les gars, continuez comme ça, continuez de vivre votre passion et puis d'interviewer plein de gens. J'ai vu que vous grandissez à vue d'œil et ça fait vraiment plaisir, quoi. Merci. Bah, merci et à très vite sur Swiss Football. Bye bye, à plus. Ciao, ciao.